Fabriquer de l'alcool avec ses intestins. Vieillir mais alors très lentement. Avoir des mains ou des cheveux qui vivent leur propre vie. Dégager une odeur de poisson pourri. Non, c'est pas des pitchs de films fantastiques, c'est des syndromes qui existent vraiment. Bougez pas, je reviens et on en parle. Donc aujourd'hui, on va passer en revue les syndromes les plus étranges, mais avant ça, vous connaissez maintenant, petit message. Cette vidéo est sponsorisée par Skillshare. Vous vous souvenez, ils avaient déjà sponsorisé une de mes vidéos. J'espère que vous avez pu tester, si c'est pas le cas, attendez 2 secondes, j'ai un cadeau pour vous. Skillshare, c'est une plateforme de cours en ligne, c'est un peu comme aller en classe, sauf que les profs sont là juste pour toi, et puis surtout, ça commence à l'heure que tu veux. C'est quand même vachement bien, on peut téléprendre des cours, si vous voulez. Il suffit de lancer la vidéo, et hop. Autre avantage, si on a un imprévu, genre un truc urgent à faire, eh ben, on met sur pause et on reprend quand on a fini. Et puis surtout, vous avez le choix de suivre les cours que vous voulez. Il y a plein d'activités super différentes, des cours de musique, vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais pris des cours de batterie. Mais vous pouvez aussi apprendre à cuisiner, à dessiner, à utiliser plein de logiciels divers et variés, etc., etc. Quels que soient vos goûts et votre niveau, vous allez trouver quelque chose qui vous plaît et qui vous convient. Et évidemment, tout est sous-titré en français, il y a même des profs qui parlent français des fois, carrément. Moi, cette fois, j'ai appris à réaliser mon propre cocktail de prestige. Et comme je suis sympa, pour que vous puissiez essayer, je vous offre 1 mois d'essai gratuit chez Skillshare. Je vous ai mis le lien dans la description. C'est sans limitation, donc vous avez accès à tous les cours de la plateforme et vous pouvez en faire autant que vous voulez. Allez, cheers! Bon ok, mais ces syndromes mystérieux là, c'est... quoi? Eh ben je vous propose de vous en expliquer 5, et on commence tout de suite avec... Le syndrome d'Highlander. Ok, la rêve date un peu. Vous connaissez Christophe Lambert? Bah oui, non, voilà. Bon, en fait, tout ce que vous avez à savoir, c'est que dans Highlander, le héros est immortel. Attends, du coup, le syndrome d'Highlander, ça veut dire qu'on est... Non, le syndrome d'Highlander, ça veut pas dire qu'on est immortel, ça veut dire qu'on vieillit plus lentement. Attends, mais c'est trop bien de pas vieillir. Ah, moi je veux bien. Ah bah si. Ah bah... Bah non, tenez, ce jeune Coréen en pyjama là, vous lui donnez quel âge? 12, 13 ans max? Perdu, le double. Dans cette vidéo, Yong Young-shin, c'est son nom, il a 26 ans. Et il mesure 1m63, parce que le syndrome d'Highlander, ça ralentit le vieillissement, mais ça ralentit aussi la croissance. Et puis bon, il aime faire la fête, il aime danser, il aime aller en boîte de nuit avec ses amis qui ont le même âge que lui, mais pour lui, c'est pas forcément facile d'être crédible. C'est même déjà pas forcément très facile de rentrer en boîte, j'imagine. Donc, bah, c'est pas vraiment une bonne nouvelle de paraître la moitié de son âge. Pas à cet âge-là, en tout cas. Alors aujourd'hui, Yong Young-shin, il a 34 ans, et la bonne nouvelle, c'est que, en dehors de son retard de croissance et de puberté, les médecins estiment que son syndrome a eu aucun autre effet sur sa santé. Par contre, personne comprend encore le pourquoi et le comment. Les médecins cherchent encore des explications. Un truc qui est sûr par contre, c'est que ça n'a rien à voir avec le cas d'une américaine qui s'appelle Shona Rae et qui avait l'air d'avoir 8 ans quand elle en avait 22. Chez elle, c'était une tumeur au niveau de l'hypophyse, qui est l'organe qui sécrète notamment l'hormone de croissance, et la chimio qui a été utilisée pour soigner cette tumeur, qui était en cause. Donc, même conséquence, mais pas du tout même cause. Donc pour l'instant, ce syndrome, on sait juste que c'est l'inverse de la progéria. Vous savez, cette maladie qui fait vieillir beaucoup plus vite. On sait aussi que contrairement à Yong Young-shin, la plupart des patientes et des patients qui ont été atteints par ce syndrome, ils avaient aussi des retards mentaux qui étaient parfois très très lourds, et que certains n'ont pas vécu très longtemps. Et on sait aussi que c'est très très rare parce qu'il y aurait que 7 cas de syndrome d'Highlander répertoriés dans le monde entier. D'ailleurs, c'est tellement rare que la maladie, en vrai, elle a pas de nom. Le coup d'Highlander, là, c'est une invention des médias. Mensonge! Mensonge! Le syndrome des cheveux incoiffables. Pili Trianguli et Canaliculi. C'est pas le nom d'un groupe de polyphonie corse. C'est le vrai nom du syndrome des cheveux incoiffables. Parce que oui, c'est un vrai syndrome. Il a été découvert en 1973 par un dermato toulousain et il atteint les enfants entre 3 mois et 12 ans. Leurs cheveux, ils deviennent progressivement blonds argentés, secs comme de la paille et impossibles à coiffer correctement. Ils sont toujours hirsutes, ébouriffés, si vous voulez. Comme un bad hair day, mais tous les jours. Mais pas forcément pour toujours, hein, par contre, parce que ça se soigne pas, mais en général, ça s'arrange en grandissant. On sait pas exactement combien de personnes ça touche, mais on sait que c'est rare. Et ça touche que les cheveux. Il n'y a pas d'autres conséquences sur la santé. En fait, ce qui se passe, c'est que si on observe les cheveux des enfants comme ça au microscope, on se rend compte qu'ils ont une forme triangulaire au lieu d'être ronde, et qu'il y a comme une espèce de petite gouttière sur toute leur longueur. D'où le nom Pili Trianguli et Canaliculi. Cheveux triangulaires
et canaliculaire. Ok, mais pourquoi ça... Qu'est-ce qui leur prend aux cheveux, là Et bah c'est encore une équipe de chercheurs toulousains qui a trouvé la réponse. Ils ont un truc, apparemment, avec les cheveux ébouriffés à Toulouse. C'est la mutation de 3 gènes qui est en cause. Déjà, il y a un gène qui est impliqué dans la fabrication d'un des principaux composants qui structurent nos cheveux, la trichoyaline, et 2 autres gènes qui sont, eux, à l'origine de la fabrication d'enzymes qui s'attaquent à cette même substance. Conséquence directe, la tige pilaire, le cheveu quoi, elle prend cette forme particulière et elle devient plus rigide. Donc, comme j'ai dit, hein, ça n'a pas d'autres conséquences que ça, c'est pas dangereux pour la santé, mais ça peut être embêtant si on l'assume pas bien. C'est juste un truc d'apparence, mais voilà, ça peut être compliqué à gérer, quoi. À moins de vivre dans les années 80, hein, bien sûr. Là, c'est ok. Ou dans les années 2000, remarquez. Mais bon, là, faut faire une couleur et tout, c'est un peu plus compliqué, quand même. Le syndrome d'autobrasserie. Le syndrome d'autobrasserie, comme son nom l'indique, c'est quand votre corps se transforme en brasserie. Ah, genre il devient pas aimable et il sert des cafés trop chers, c'est ça? Je comprends, hein, mais non. Un indice, on appelle ça aussi le syndrome d'auto-fermentation. Et j'en ai déjà parlé sur la chaîne d'une bière et j'y vais. Ça fait 2 indices. Et bah ouais, les gens qui ont un auto-brewery syndrome, un ABS, comme on dit, leurs intestins se transforment en alambic, ou en fermenteur. Oui, leur corps fabrique de l'alcool. Je vous explique. Dans nos intestins, mais j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc allez la voir, on a tout un tas de bestioles qui composent notre microbiote intestinal. Des bactéries, des virus et des champignons. Et parmi ces champignons, il y a des levures. Et parmi ces levures, il y en a qui s'appellent les Saccharomyces cerevisiae. Et, ok, c'est chiant, des Saccharomyces cerevisiae, donc. Saccaro comme sucre, cerevisiae comme cervoise. Cerveza, je suis trilingue. De la levure de bière, capable de transformer des glucides en alcool. C'est un médecin japonais qui a découvert ça en 1952 en constatant qu'il y avait certaines personnes qui étaient complètement bourrées quand elles mangeaient trop de riz. Bah oui, parce que le riz, c'est plein d'amidon. L'amidon, c'est un glucide, et on a vu ce qu'elle leur faisait aux glucides, les levures. Elle les transforme en alcool. Et après, l'alcool, bah il reste pas là, il passe dans le sang. Et après, bah voilà, vous connaissez, hein, on raconte n'importe quoi, on a mal au ventre, on a envie de vomir, le lendemain on a la gueule de bois, etc., etc. Donc ce médecin, il a décrit ce phénomène-là, et il a appelé ça le Meitei Sho, qui est aussi le nom d'un groupe d'afrobeat. Voilà, ça c'est cadeau, c'est pour vous la péter en soirée. Mais alors pourquoi tout le monde distille pas de l'alcool avec ses intestins? Bah oui, parce que ces levures-là, on en a quasi toutes et tous dans les boyaux. Sauf qu'en général, il y en a très peu, donc ça génère une quantité infime d'alcool. Mais les gens atteints du syndrome d'autobrasserie, ils en ont beaucoup plus que la moyenne. Donc si en plus, ils avalent beaucoup de glucides, du riz ou autre chose, et bah ça fait tous les ingrédients nécessaires pour générer jusqu'à l'équivalent de 7 verres d'alcool fort. Ah bah yes, une petite cuite gratuite. Ah c'est bon ça. Attends, oh. Oui mais non. Même si c'est une maladie rare, ça a quand même posé des problèmes parfois très graves à certaines personnes. Quand ça a touché des enfants, par exemple. Vous imaginez bien que... Ou dans le cas encore plus particulier d'une américaine de 61 ans à qui on a refusé une greffe de foie parce que ses analyses montraient des traces importantes d'alcool. La pauvre femme, elle avait beau promettre que non, elle buvait pas, les médecins, ils préféraient croire les résultats d'analyse. Jusqu'au moment où ils se sont rendus compte que, oui, elle avait de l'alcool dans les urines, mais pas dans le sang. Vous voyez le coup venir, non? Bah oui, elle avait des levures pas dans les intestins, mais dans la vessie. C'était un cas encore plus rare de ce qu'on appelle le syndrome d'autobrasserie urinaire. Si vous voulez savoir, les chercheurs pensent qu'il peut y avoir 2 causes au syndrome d'autobrasserie. Soit c'est génétique, c'est comme ça, soit c'est un déséquilibre du microbiote après une prise d'antibiotiques. Voilà, donc on sait comment ces gens arrivent à fabriquer de l'alcool avec leurs intestins. Par contre, je sais pas vous, mais moi je me demande à quoi ressemble leur caca. Mon chéri, osez son intensité. Le syndrome du miroir. Le syndrome du miroir, c'est une particularité neurologique qui touche les mains. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la main en miroir, qui est une anomalie congénitale. Non, là on parle d'un syndrome qui touche le mouvement des mains. Non, vous voyez pas? Ok, je vous dis. Si vous êtes atteint du syndrome des mouvements en miroir, quand vous faites un geste avec une main, l'autre ne peut pas s'empêcher de faire le même en même temps. Et vous pouvez rien y faire, hein, elle devient complètement incontrôlable. C'est handicapant, évidemment, parce que quand vous avez ça, vous pouvez pas faire 2 choses différentes avec chacune de vos mains. Comme jouer de la batterie, par exemple. Ou plein d'autres trucs. Hein, Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans exactement? Bah faut savoir que notre cerveau, il a 2 côtés, 2 hémisphères, qui ont une petite particularité. C'est l'hémisphère gauche qui commande le côté droit de notre corps, et l'hémisphère droit qui commande le côté gauche. Oui, parce que nos nerfs, sont chargés de nos mouvements,
Ils partent de nos hémisphères cérébraux, et puis ils se croisent au niveau de ce qu'on appelle le tronc cérébral. Et dans le cas de ce syndrome, c'est comme s'il y avait une partie des nerfs qui contrôlent nos mains, qui prenait la bonne direction au croisement, et une autre partie qui continuait tout droit. Et du coup, les hémisphères commandent les deux mains au lieu d'une seule. C'est une maladie génétique, et il y a des chercheurs qui ont réussi à isoler le gène responsable en comparant l'ADN de membres de deux familles différentes qui avaient tous le syndrome. Le gène en question, il influence l'activité d'une protéine qui s'appelle la nétrine, qui est chargée de guider nos neurones, donc nos nerfs, si vous voulez, quand ils se développent, donc quand on est des fœtus. Et les chercheurs ont déterminé que quand ce gène mute, la nétrine, elle n'arrive plus à faire son boulot correctement, et elle indique mal le chemin à nos nerfs. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à trouver comment on peut réparer ça. Mais le neurologue qui a découvert ça, il s'appelle le professeur Flamand Rose. Je suis neurologue, spécialisé dans les maladies du mouvement. Moi je trouve que c'est porteur d'espoir. Le syndrome de l'odeur de poisson pourri. Bon, là ça va être difficile de faire du teasing, tout est littéralement dans le nom. Quand on a le syndrome de l'odeur de poisson pourri, eh ben on sent le poisson pourri. Le nom un petit peu plus scientifique et un petit peu moins stigmatisant de la maladie, c'est la triméthylaminurie. Parce que le problème vient d'une substance qui s'appelle la triméthylamine, qui a une composition assez proche de celle de l'ammoniac, mais qui sent le poisson pourri. Voilà. Saumon. Cette substance, on en produit naturellement, essentiellement en dégradant certains aliments. Mais normalement, on a aussi une enzyme qui s'appelle la monooxygénase à flavine 3. Ça se la pète toujours un petit peu avec les noms, les enzymes, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Cette enzyme, elle va dégrader à son tour la triméthylamine, qui va disparaître, donc, hop, on n'en parle plus, ça sent la violette. La violette, pas toujours, hein, quand même, mais au moins ça sent pas le slip après une semaine de festoche sans prendre de douche. Les personnes qui ont le syndrome qui nous intéresse, elles ont un déficit en monooxygénase à flavine 3, la fameuse enzyme qui se la pète. Donc la triméthylamine, elle n'est pas dégradée, elle s'accumule et elle finit par être évacuée dans les urines, la transpiration, mais aussi la respiration, donc l'haleine. Et ça se soigne pas vraiment. On peut juste limiter la casse en évitant les aliments incriminés, par exemple, et en évitant de transpirer. Mais il y a aussi d'autres trucs qui permettent d'atténuer les odeurs. Il y a d'autres maladies comme ça qui donnent des odeurs très particulières. On pourra en reparler une autre fois si ça vous dit. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous dit. Non, mais pas là, dans les commentaires, je veux dire. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.